Si je vous parle de films comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, la trilogie Cornetto, Retour vers le futur, les anciens Star Wars, à quoi vous pensez? Vous pensez naturellement à d'excellents films. Eh bien, ces films-là, c'est pas simplement que des films, ce sont avant tout des sagas, des licences. Si on est très nombreux à considérer ces sagas comme parfaites du début à la fin, eh ben on est forcé d'admettre que toutes les sagas n'ont malheureusement pas cette chance. En fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit que le gros des licences qui nous aura été proposées se sont malheureusement complètement foirées. Et ça, malgré des potentiels de dingue. Très souvent, on avait un premier film qui était génial et des suites qui étaient, dans le meilleur des cas, correctes ou carrément insupportables. Et ça, justement, il faut qu'on en parle dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, on va parler de 10 films, ou plutôt 10 licences qui se sont complètement foirées, car il y en a. 10 licences qui avaient un potentiel juste énorme et qui se sont malheureusement plantées au fur et à mesure des films qui sortaient, au fur et à mesure des suites, au fur et à mesure des nouveaux épisodes. Installez-vous bien parce qu'on va remuer quelques souvenirs, des souvenirs douloureux, donc accrochez-vous. En numéro 10, on va commencer avec une saga qui m'a beaucoup déçu, la saga REC. Je me rappellerai toujours de la première séance, la première fois que j'ai été voir REC au cinéma. C'était infernal, j'ai cru que j'allais crever de peur, j'ai cru que mon cœur allait exploser. C'était génial. Personnellement, je suis un très gros fan des films en found footage. D'ailleurs, je considère qu'on ne peut pas vraiment affilier autre chose que l'horreur avec le found footage. L'horreur ou la comédie, comme par exemple on a pu le voir pour Projet X. Et ça, j'estime que Projet X était vraiment un cas à part. Mais pour revenir à REC, eh ben, ça avait très bien démarré. Le deuxième volet était moins bon, même s'il y avait quand même cette dynamique, cette énergie, il y avait une certaine forme de suite logique. Je considère le 2 comme moins bon, même s'il y a de très bonnes idées. Pour moi, le meilleur restera avant tout le premier. Le troisième, REC Genesis, qui est un épisode assez particulier, pour moi, un film qui est très ambitieux, qui a, je trouve, été dégommé un peu pour rien. Je me souviens d'ailleurs, au moment de sa sortie, tous mes potes voulaient aller le voir, et moi j'étais en mode non, je refuse d'y aller. J'ai vu la bande-annonce, ça ressemble en rien au premier REC. Je ne me laisserai pas avoir, on sent tout de suite le film d'horreur facile, bref, j'ai pas voulu y aller, et je l'ai regardé en différé, et je l'ai trouvé excellent. Pas, bien évidemment, au même niveau que le premier REC, mais j'ai quand même kiffé. On va dire que c'est un traitement qui est différent, mais un traitement qui passe. Et d'ailleurs, REC Genesis mixait parfaitement le found footage et le style de cinéma, on va dire, plus classique. C'était un pari risqué, mais un pari qui a été réussi du début à la fin. Et ça, jusqu'au dernier volet, donc REC 4, qui était une purge infâme. Il y avait de l'idée, mais malheureusement, ce film est à des années-lumière de ce qu'on a vu dans le premier, dans le deuxième et dans le troisième. On a quitté totalement l'ambiance sordide, poisseuse et ultra réaliste des premiers volets, enfin, des deux premiers du moins, pour aller vers autre chose. Je pense qu'ils savaient plus trop sur quel pied danser que ce quatrième volet. Ils n'ont pas voulu non plus reproduire ce qui s'était produit pendant le troisième. Ils ont voulu également s'émanciper, je pense, de ce qu'on a vu dans le premier et le deuxième volet, sauf que ça prend pas. C'est incohérent, c'est stupide, c'est mal filmé, on a l'impression de voir un téléfilm. On est passé de deux films vraiment bien travaillés, alors que pourtant on parle de films en found footage. Et c'est, croyez-moi, très très dur de réaliser des films en found footage. Très dur d'incorporer ce style réaliste, ce style vraiment immersif. Mais là on est tombé dans quelque chose d'oubliable, de déjà oublié, parce que franchement, passer de ça à ça, c'est pour moi un downgrade de zinzin juste insupportable. En numéro 9, la saga Les Dents de la Mer. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas spécialement Les Dents de la Mer, surtout les lecteurs du livre d'origine. Après, je vais pas vous jeter la pierre, je considère très généralement que les livres sont meilleurs que les films, dans le gros des cas, sauf rare exception. Mais même si je vous comprends, je considère Les Dents de la Mer comme un très grand film animalier, j'ai envie de dire. Un film qui a malheureusement diabolisé les requins, mais qui reste parfait du début à la fin, avec, une bonne fluidité au niveau de l'histoire, avec des personnages attachants, avec un final pour moi très bon, avec des personnages pleins d'humanité. Bref, j'adore ce premier, Les Dents de la Mer. Le deuxième est plutôt correct, on sent bien qu'il essaye de suivre la même veine. C'est pas un nanar ni un navet, mais on est quand même assez loin de ce qu'on a vu dans le premier film. Mais alors le 3 et le 4, oh là là, quelle purge, mais vraiment, ces films sont insupportables. J'oublierai jamais la scène du 3 où on voit le requin traverser la vitre. Franchement, je vous invite à regarder la scène sur YouTube, c'est juste grotesque. Ce passage où on voit le requin traverser cette vitre avec une vieille 3D horrible, ignoble. Même pour l'époque, c'était hyper moche. Je comprends même pas qu'ils aient validé ça. Le concept du 3 était intéressant, hein. Et la façon dont c'est mis en scène, la stupidité des personnages, les scènes de tension, etc. Pour moi, dans ce film, tout est presque acheté. Mais ils ont réussi quand même à faire pire avec ces Dents de la Mer 4 qui vraiment est... On sent que c'est un produit de commande qui a été pondu à la va-vite. Michael Caine d'ailleurs qui a joué dedans a assumé que ce film était juste complètement naze et qu'il l'a tourné uniquement pour pouvoir s'acheter un nouveau bateau ou un truc comme ça. Le film est très mauvais du début à la fin et c'est une véritable torture de regarder ce truc, surtout quand on prend en compte le fait qu'il y a eu un Dents de la Mer 1 qui pour le coup était vraiment réussi. Donc on a affaire ici à une saga qui s'est juste plantée lamentablement et je suis encore surpris que personne n'ait eu l'idée pour l'instant Hollywood de remettre le couvert, de ressortir un Dents de la Mer 5. Peut-être que dans l'avenir on y aura droit, mais faire des films de requins c'est assez risqué, ils sont rarement réussis. J'ai l'impression que pour un film de requins qui réussit, on en a au moins 10 qui sont foirés. Bref, en tout cas, si vous kiffez les films de requins, plutôt que de regarder En eau très trouble ou des conneries comme ça, je vous invite plutôt à regarder 47 Meter Down ainsi que sa suite, ou encore Instinct de survie qui est super cool. Mais en ce qui concerne les Dents de la Mer, je vous invite à vous contenter simplement du premier.
et d'éviter de vous taper la suite. Ce serait une belle perte de temps, et d'énergie, et de foi en l'humanité. En numéro 8, la saga Kong et Godzilla. Personnellement, je suis sidéré par l'existence de la saga Kong-Godzilla, même si personnellement, attention, j'ai apprécié le premier Kong et le premier Godzilla. J'avoue que j'ai préféré Kong largement, parce que bon, il y avait quand même pas mal de surprises, c'était assez violent. Alors ces suites, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Bien évidemment, on est très nombreux à avoir été déçus, on s'y attendait par rapport au dernier Kong vs Godzilla. Pour moi, la plus grosse fraude de l'année, ce film aurait dû sortir en 2023, il avait largement sa place parmi tous les navets qui sont sortis l'année dernière. En tout cas, je ne trouve aucun intérêt à cette licence. Pour moi, c'est insultant pour le public parce que je pense que des créatures comme Kong et Godzilla méritaient mieux. Et je trouve sidérant qu'on ait eu droit justement à une saga Kong-Godzilla alors qu'on n'a pas eu de suite au King Kong de Peter Jackson. Très franchement, je ne sais pas ce que j'aurais donné pour plutôt voir une suite de ce King Kong plutôt que les Kong vs Godzilla qui n'ont pour moi aucun sens. L'histoire du projet Monarch, les espèces de multiverses avec la société qui essaye qui contrôle les monstres contre d'autres monstres, ça n'a aucun sens. Alors que King Kong, franchement, vous imaginez un King Kong 2? Alors attention, pas une suite où on voit spécialement King Kong, étant donné qu'il meurt à la fin du film. Non, j'aurais voulu voir par exemple une équipe d'explorateurs qui retourne sur l'île, sur Skull Island, et qui sont confrontés à tout le bordel qu'ont dû se taper les marins quand ils ont investi l'île. Et on pourrait imaginer des trucs de zinzin, une équipe de soldats qui débarquent sur l'île et qui se retrouvent confrontés à des nouveaux monstres, à des nouvelles créatures, ils arrivent dans un monde souterrain, où il y a des espèces d'insectes gigantesques qui les bouffent, avec des grosses araignées, des machins. On aurait pu imaginer un truc de fou, un truc de malade. Malheureusement, à la place, on aura eu la saga Kong, Godzilla, quoi. Décevant. En numéro 7, comme j'ai brièvement abordé Peter Jackson via son King Kong, il faut que j'aborde frontalement la saga du Hobbit de Peter Jackson. Si la saga du Seigneur des Anneaux est pour moi réussie en tout point, même si personnellement je ne suis pas un grand fan, je préfère largement le livre, j'avoue que j'ai passé un meilleur moment devant le Seigneur des Anneaux plutôt que devant le Hobbit, qui pour moi est une véritable saga pour enfants. Alors oui, je sais, le Hobbit c'est un livre pour enfants, mais un livre qui fait quoi ? 100 pages, un truc comme ça. Franchement, un livre de 100 pages, ça s'adapte facile en 45 minutes. Or là, on a eu une saga où chaque film durait quasiment 3 heures. Je sais que pour certains, la Director's Cut est de très bonne qualité, de très bonne facture, mais je vais me concentrer simplement sur ce que moi j'ai vu, à savoir la version normale au cinéma, et c'était lourd, quoi. Si le premier Hobbit commençait bien, alors qu'au début, justement, j'étais un peu gêné parce que je voyais pas vraiment de créatures, pas vraiment de bataille, moi je voulais voir justement les grosses araignées, ce qu'on voit dans le 2, avec le recul, je m'aperçois que le premier finalement était correct, alors que les suites, qu'est-ce que c'est lourd. La bataille avec les araignées était sympa, mais expédiée trop vite. Le passage avec les elfes et les nains, pour moi, était juste insupportable. Surtout la romance entre Killy et Kate de Lost, enfin, c'était lourd. Le seul passage vraiment intéressant avec les araignées dans le 2, c'est le passage où on voit Martin Freeman, le Hobbit, Bilbon en train de tchatcher avec Smaug, il essaie de négocier pour pas se faire cramer, j'ai trouvé ça intéressant, mais c'est tout ce que je retiendrai. Vous avez retenu quoi, vous? La course-poursuite sur les rapides avec les nains dans les tonneaux, franchement, vous avez retenu ça? Je veux dire, c'est pour moi indigne de Jackson, qui, pour rappel, nous a produit Le Seigneur des Anneaux, King Kong ou encore Brain Dead. Là, je l'ai pas reconnu, Peter Jackson, dans Le Hobbit. Je parle même pas bien sûr du troisième volet, notamment la bataille finale, le début quand Smaug se fait déglingue au bout de 5 minutes, alors que pourtant c'était la menace de la licence, c'était lui qu'on attendait justement, on voulait le voir faire des dingueries, puis finalement il s'est buté easy en 1 vs 1 contre le mec là, le batelier ou je sais pas quoi. Bref, c'était pour moi une grosse déception, un festival d'effets spéciaux, un festival de gaminerie, un festival de mélo, de pseudo-mélo. C'était lourd et indigeste. Et vraiment, pour moi, le plus insupportable, c'était les effets spéciaux. Il y en avait trop, j'étais gavé, noyé sous ces effets spéciaux. Vraiment, j'en pouvais plus. Et pourtant, malgré les moyens, malgré le pognon, malgré les effets spéciaux, le film restera toujours moins beau que Le Seigneur des Anneaux ou King Kong, qui, pour rappel, est sorti il y a 20 ans. En numéro 6, je prends pas trop de risques, mais je vais parler de Terminator. On est quand même passé de 2 chefs-d'œuvre, à savoir Terminator 1 et 2, et je me demande avec le recul si je préfère pas davantage Terminator 1 plutôt que le 2, mais bon, ça c'est un truc de puriste, je vais pas rentrer dans les détails. Au risque de vous choquer, j'ai apprécié le 3, j'ai trouvé assez fun, car au moins chaque Terminator, du moins les 3 premiers, ont leur identité. Le premier, c'est un véritable film d'horreur, le deuxième, mix entre le film d'action hyper spectaculaire, un petit soupçon de comédie, et en même temps, je veux dire, un côté dramatique et horrifique, surtout quand le T-1000 apparaît. Et dans le 3, on a un mix, j'estime, entre l'horrifique et le comédie. Et franchement, je trouve que ça passait très bien, même si, bien évidemment, ils auraient pu faire, j'estime, mieux. Concernant Terminator Renaissance ou Salvation, ce que j'ai surtout retenu, c'est la photographie qui est juste parfaite, magnifique, et j'ai trouvé Sam Warrington vraiment très bon dans le rôle de Marcus. Christian Bale, même s'il est très bon dans le film, je trouve qu'il s'y donnait un petit peu trop, il était trop à fond dans le rôle, je trouve vraiment il prenait son rôle de Kyle Reese au sérieux, quoi. J'avais l'impression, quand je regardais Christian Bale dans ce film,
j'ai vraiment l'impression que dans ses yeux, il se voyait comme le sauveur de l'humanité, quoi. En tout cas, c'est là qu'on voit vraiment que Christian Bale est un jusqu'au boutiste, même dans un film avec un potentiel nanardesque comme Terminator Renaissance, le mec il se donne à fond, quoi. En tout cas, Terminator Renaissance, même s'il n'est pas parfait, il mérite, j'estime, une certaine forme de réhabilitation, mais concernant Terminator Genesis et Dark Fate, là c'est compliqué. Donc vraiment triste la fin de cette saga, surtout le dernier qui se conclut avec une espèce de grosse couche de féminisme sans aucune subtilité, avec des gros sabots. Là vraiment c'était du féminisme exagéré, presque provocateur, mais provocateur pas dans le sens que vous croyez, provocateur dans le sens, attendez, on passe de ça à ça. Franchement, c'est insultant. C'est marrant parce que dans Dark Fate, ils sont en mode, vous avez vu, on met des meufs en avant, girl power, on est trop fort, on est badass, on nique tout le monde, etc. Mais attendez les gars, je veux dire, Sarah Connor dans Terminator 2, niveau badassitude, je veux dire, c'est encore à un autre niveau, on est dans une autre galaxie, quoi. D'autant plus que là, on a affaire à de la badassitude qui est réaliste. Donc les filles, désolé, mais on vous a pas attendu pour produire un film, on va dire, féministe, qui met les meufs en avant, etc., etc. Quoi qu'il en soit, je vois Dark Fate non pas comme un film, mais comme un produit. Et pas spécialement le meilleur produit de son époque. En numéro 5, Batman de Joel Schumacher. Bah oui, j'avais quand même pas cité Batman de Nolan, même si j'aime pas spécialement. Mais ce serait honteux de dire que par exemple The Dark Knight est mauvais. Non, ce serait malhonnête. Et pourtant, vous savez très bien que je ne porte pas Christopher Nolan dans mon cœur. Non, les pires Batman, on va pas se mentir, c'est ceux de Joel Schumacher. Mais même si en soi ces films sont mauvais, ça me fait mal de tirer dessus, parce que j'ai l'impression de tirer sur l'ambulance. Oui, ces films sont mauvais, quoi que vous en disiez, mais pas spécialement mauvais au niveau de la technique, mauvais au niveau de la mise en scène, mauvais au niveau des moyens, mais simplement mauvais en termes de bon goût. Mais il faut se remettre dans le contexte de l'époque, les Batman de Tim Burton étaient très violents, on voit des mecs se faire flinguer, des mecs crever dans des explosions. Je rappelle que dans le 2, on voit Christopher Walken qui pousse cette pauvre Catwoman, elle tombe de je sais pas combien d'étages, elle se fracasse sur le sol. On voit quand même le pingouin arracher le pif d'un pauvre adjoint à la mairie. Enfin, c'était quand même assez vénère les films de Burton. Or, les studios à l'époque, ils voulaient montrer des films pour enfants. Et Batman de 89 et Batman de 91, avec le recul, bah, c'est pas spécialement des films pour enfants. Même si nous, enfin les gens de ma génération, on regardait ça quand on était gosse. C'était beaucoup trop violent et bourrin, et ça avait choqué les producteurs et également le public. Donc, les producteurs se sont dit, on va renouveler Batman, on va lui donner une image un peu plus colorée, un peu plus fun, un peu plus joviale, et c'est là qu'on a eu Batman Forever et Batman et Robin, quoi. Bon bah, sans commentaire. En numéro 4, je vais parler d'une saga, bon, qui comporte que 2 films, Independence Day. Oui, pour beaucoup, le premier était un nanar, mais c'était un nanar qui était sympathique, qui était spectaculaire, on s'y attendait pas. D'ailleurs, l'ironie, c'est que le film a été réalisé par un Allemand, comme pour d'ailleurs Batman et Robin et Batman Forever qui ont été réalisés par Joel Schumacher. Bon bah, Independence Day a été réalisé par Roland Emmerich, et ce qui est marrant chez Roland Emmerich, c'est que c'est un Allemand, mais qui produit des films ultra patriotes, mais genre, le mec arrive à être plus patriote que les Américains, quoi. Notamment via son Independence Day, et le discours du président à la fin, et qui est très remontant, et son The Patriot, ouais, ça s'invente pas, quoi. The Patriot, quoi. Film génial que je vous conseille. En tout cas, Independence Day était un film grand spectacle de très bonne facture. Ok, je sais, il y a des incohérences, patati patata, mais ça restait un film exceptionnel pour son époque. Un film qui m'avait terrorisé quand j'étais gamin, j'avais vu les buildings se faire pulvériser, j'avais fait des cauchemars la nuit, c'était horrible, mais avec le recul, bah, j'ai adoré ce film. Alors que le 2... Pour moi, c'était insultant, il y avait moyen de faire des trucs de dingue, on sent bien qu'ils ont surfé uniquement sur la nostalgie de ceux qui ont kiffé le premier, c'était simplement un prétexte pour faire du pognon. Le concept était cool, hein, l'humanité qui s'inspire de la technologie extraterrestre pour devenir plus fort, ça c'était sympa, mais de l'autre côté, les aliens, eux, ils ont pas oublié, et ils viennent pour nous remettre une race, quoi, avec des moyens encore plus étoffés. Il y avait moyen de faire un truc de dingue, mais ils ont littéralement fait tout foirer. On sent bien que ce film a été conçu uniquement pour le fric, et c'est pour moi inacceptable. En numéro 3, Indiana Jones. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, Indiana Jones, le déclin, c'est à partir de la version de 2008. Donc Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Eh bien, moi je suis pas tellement d'accord, parce que je n'apprécie pas Indiana Jones 3. Je ne vais pas oser la comparaison, il est largement au-dessus, mais j'ai pas spécialement aimé le discours, on voyage pas assez, c'est beaucoup trop centré sur le christianisme, sur la Bible, tout ça, enfin je veux dire, c'est du début à la fin on a droit à ce message-là, retrouver le Graal, et les textes anciens, machin, ça boucle un peu trop sur le sujet, enfin du moins ça boucle un peu plus que ce qu'on a vu dans le premier et dans le deuxième volet, pour moi le meilleur ça reste le deuxième. Et pour anecdote d'ailleurs, tout le monde considère le 2 comme très violent, comme le plus violent, bah moi je suis désolé, je considère que le premier est bien plus vénère. En tout cas j'ai pas spécialement aimé le troisième, même si j'adore la scène avec le tank, tout ça, et le relationnel entre Sean Connery et Harrison Ford. J'ai même pleuré quand à la fin, quand Connery croit que son fils est mort, quand il y a le tank qui tombe. C'était vraiment une scène touchante quand il prend conscience qu'il lui a jamais dit qu'il l'aimait, etc. C'était hyper beau. Mais je ne pardonnerai jamais à Spielberg d'avoir fait sacrifier la copine d'Indy à la fin.
Enfin, je veux dire, je trouve ça horrible et sordide de faire mourir une meuf à la fin. Mais ça n'engage que moi. Mais c'est clair et net que, bah écoutez, ouais, Indiana Jones 4, c'est un petit peu, on va dire... Enfin, je veux pas jeter la pierre à Spielberg parce qu'on a quand même senti qu'il voulait moderniser le truc tout en gardant l'essence des premiers. Hein. Enfin, il a voulu moderniser au niveau de la technique sans pour autant toucher à l'essence et l'ambiance des dernières Indiana Jones. Et personnellement, j'ai trouvé la perf d'Harrison Ford très convaincante. Je pense qu'on s'est un peu trop emballé par rapport à ce film, même si on est nombreux à pas l'aimer. Il est en réalité pas si mauvais, même si la fin est bien évidemment nul à chier. Par contre le dernier, oula, là c'est difficilement défendable, même si là aussi je salue la prestance d'Harrison Ford, qui pour moi s'est donné à fond malgré ses 80 balais, mais concernant le reste, bah écoutez, même si le début démarrait bien avec le Riyadjing, je trouvais ça génial, bon bah la suite, ça a été une succession de déceptions jusqu'au final, juste grotesque, et je parle pas de la scène finale, hein, je parle vraiment du final complet, hein, l'histoire de retourner dans le temps, tout ça, faire crever le mec super balèze de façon grotesque et aussi expédiée, puis le final, bien sûr, quand il rejoint son crush, enfin c'était décevant, bah, du quasi-début à la toute fin. En numéro 2, on va parler d'une licence amorcée là aussi par Steven Spielberg, décidément pas de chance, c'est Jurassic Park, ou plutôt Jurassic World. Alors je sais que beaucoup d'entre vous détestent Jurassic World, enfin tous les Jurassic World, le 1, le 2, le 3, mais je considère que le 1 n'est pas si mal, même si c'est pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Je m'attendais à mieux, mais c'était pas non plus hyper mauvais, faut pas exagérer. Le 2, personnellement, j'ai trouvé très bon, notamment via la patte graphique d'Antonio Bayona, qui est juste fantastique. Ce mec n'a pas son pareil pour la mise en scène, l'esthétique, la photographie, tout ça. Le film a ses défauts, mais il est super cool. Mais alors, le troisième volet, oh là 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 là, quelle purge, rien à défendre. Juste l'esthétique qui est un peu soignée, mais alors le reste est une catastrophe. Le jeu d'acteur, l'histoire, les enjeux. Le seul passage vraiment mémorable, c'est quand Bryce Dallas Howard saute en parachute et doit se planquer sous la flotte pour éviter de se faire becter par le truc aveugle. C'est le seul truc vraiment intéressant. Le reste, c'est à foutre aux chiottes. Là, franchement, on sentait que le troisième volet, c'était conçu uniquement que pour faire du pognon. Bref, un film oubliable et oublié, là aussi. Et enfin, en number one, j'ai mis Robocop. Robocop 1, véritable chef-d'œuvre, visionnaire, peut-être un de mes films préférés, des scènes qui sont ancrées dans mon esprit, qui ne repartiront jamais, et des bonnes scènes, je dis bien. Pour moi, le passage où on voit Robocop qui traverse le commissariat avec le bruit de ses pas là, où il passe devant cette vitre, qu'il le floute un petit peu, on sait pas trop ce que c'est super, enfin c'était génial, c'était film pour moi réussi de A à Z, visionnaire, politique, intelligent. Le deuxième Robocop est pas si mal, il est très bon, mais c'est davantage un film d'horreur plutôt qu'un film... on va dire aussi visionnaire que le premier, c'est vraiment, c'est hyper violent, un Robocop 2, attention. Personnellement, j'adorais le design du robot Kane, peut-être un des meilleurs designs de robots de l'histoire du cinéma. Je sais que certains vont me dire, ah attends, tu veux parler de Robocop de 2014 de José Palida, c'est vrai qu'il était pas terrible. Eh ben non, je suis pas d'accord. J'ai adoré ce Robocop. Pour moi, c'est un Robocop qui a su renouveler la licence, qui est pas parfait comme le premier, mais qui a énormément de bonnes idées. Je pense que j'en parlerai dans une vidéo complète. Non, là, le Robocop dont je veux parler, c'est le Robocop 3, qui est une purge intégrale, du début à la fin. Là, on quitte le film d'action, politique, sérieux, etc. pour un film pour enfants, qui est grotesque et qui pourtant avait, on va dire, un fond assez social. Mais le problème, c'est que c'est traité de façon fun, alors que c'est pas du tout drôle, que le film... direct, dès les 5 premières minutes, on comprend à quoi on a affaire, un truc qui n'a strictement rien à voir avec ce qu'on avait vu dans le premier, dans le deuxième Robocop. Et je pense que d'ailleurs, le fait qu'on n'ait pas Peter Weller dans la peau dans le costume de Robocop, ça a dû jouer, c'est un autre mec cette fois. Enfin, je ne trouve aucune qualité à ce film, absolument aucune, alors que pourtant il y avait un potentiel, notamment le coup des punks qui vivent dans leur coin, dans leur cité. Ça, c'était intéressant, mais ça n'a pas été assez exploité, c'était nul. Enfin, à chier, quoi. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Nul à chier, quoi. Et même en me mettant dans le contexte de l'époque, la plupart des fans ont été déçus à juste titre. Pour moi, ce film est une insulte, un crachat envoyé à la gueule des fans. Et passer de Robocop, de Paul Verhoeven à ça, franchement, pour moi, c'est le downfall le plus dark et le plus hardcore de l'histoire du cinéma. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui avec cette vidéo, mes petits loulous. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos. On se dit à bientôt pour une prochaine. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous à tous. Ciao!